Assalamu alaikum, avec vous Madame Derka Yurkiya. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice que je vous ai donné concernant le contrôle continu pour le Master 1, spécialité micro. Donc c'est un contrôle continu pour le module technique d'optimisation. Donc l'exercice concerne la méthode de branchement. Donc on va voir la correction et puis on va le programmer sous Python. Très bien. Donc, le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, je vais vous donner l'énoncé de l'exercice que j'ai présenté ou bien que j'ai proposé pour le contrôle continu. Et puis, on va donner l'algorithme d'enchaînement, l'algorithme général de la méthode exacte d'enchaînement. On va appliquer cet algorithme à un PLNE et puis on va faire la programmation et la résolution sous Python. Bien. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Premièrement, donc notre problématique c'est quoi? Nous cherchons à résoudre un problème d'optimisation ci-dessous par la méthode branchement. Donc je vous donne ce problème d'optimisation. Donc on a une fonction objective des contraintes. Et puis les contraintes d'intégrité, les x1 x2 sont entiers. Donc la première question, quelle est la nature de ce problème? La deuxième question, quelle est sa complexité? Donc une fois que vous allez connaître ou bien vous allez répondre à la nature de ce problème, vous allez automatiquement déduire sa complexité. C'est des notions qu'on a vues au cours. Troisièmement, tracer graphiquement le domaine de recherche de ce problème. Et quatrièmement, soit l'arbre de résolution de l'algorithme d'enchaînement suivant, remplir les vides dans l'arbre, citer les types de chaque nœud dans l'arbre et terminer la résolution graphiquement et donner la solution optimale. Donc je vous donne l'arbre de résolution en branchement. On sait que la méthode de branchement, c'est une méthode dont la stratégie de recherche ou bien de résolution, elle est arborescente, c'est-à-dire elle est sous forme d'un arbre. Donc l'étudiant doit savoir que veut dire un arbre. Donc c'est une notion formelle, mathématique que vous avez vue dans le module théorie des graphes. Donc il faut savoir que veut dire un arbre, les concepts d'un arbre. Donc on a les racines, les nœuds, les feuilles, vous voyez, les stratégies de recherche dans un arbre. Donc toutes ces notions sont importantes pour pouvoir comprendre la stratégie de l'algorithme d'enchaînement, qui est un algorithme que vous avez vu dans la technique d'optimisation. Donc vous voyez que il y a des notions d'autres modules que vous allez, c'est-à-dire dont vous aurez besoin dans des modules différents. Vous voyez, donc c'est important que l'étudiant révise ses cours et que son bagage théorique soit complet. Bien, ça c'est l'arbre de recherche. Donc je vous ai donné quelques vides ici. Il y a des notions qui vous aident à remplir c'est-à-dire l'arbre, il y a les vides dans l'arbre, et puis il y a c'est-à-dire les vides. Donc l'étudiant arrivera à remplir ces vides s'il comprend premièrement la stratégie de résolution dans l'algorithme branchement. Bien. Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Donc avant, on va donner l'algorithme branchement. Donc que veut dire l'algorithme branchement? L'algorithme branchement, abréviation B&B, ou en français séparation et évaluation, la méthode SPE, est une méthode systématique pour résoudre les problèmes d'optimisation combinatoire, notamment les problèmes linéaires en nombre entier. Il repose sur, c'est-à-dire les problèmes non linéaires. Il repose sur une exploration intelligente de l'arbre, donc une exploration de l'arbre, des solutions possibles, en utilisant des bornes inférieures et supérieures, ou bien en anglais lower bound and upper bound, pour éviter d'explorer toutes les solutions. Ça, c'est une définition générale. On va la détailler par la suite. Donc, cet algorithme, premièrement, c'est un algorithme exact, parce qu'on a vu que pour les méthodes d'optimisation, on a les algorithmes exacts, les algorithmes approchés, ou bien les heuristiques et les méta-heuristiques. L'algorithme branchement, ou bien la séparation et évaluation, est un algorithme exact. Donc vous voyez déjà la nomination de l'algorithme. Dans la nomination, dans le nom de l'algorithme, on voit le concept global de l'algorithme, séparation et évaluation, bien branching and bounding. Ok. Donc quels sont les domaines d'application de cet algorithme? En général, c'est-à-dire pour résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire qui sont difficiles. Et bien sûr, les problèmes combinatoires sont des modèles qui peuvent modéliser beaucoup de problèmes réels dans le monde du travail ou bien dans le marché du travail. Donc, quels sont ces domaines? On a par exemple les problèmes de planification, les problèmes de transport, les problèmes de coupe, cutting stock, problèmes d'affectation et de cheminement. Et c'est des thèmes, mais des domaines qui touchent la majorité des domaines du travail, l'industrie, l'académie, l'administration,
tous les domaines, beaucoup de domaines dans le monde réel. Donc l'algorithme blockchain band est très efficace dans de nombreux cas, mais sa complexité dépend du problème et de la qualité des bornes. Donc le blockchain band, c'est un algorithme exact, c'est bien, mais lorsque les données sont volumineuses, sa complexité devient non pratique. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'injecter, c'est-à-dire des optimisations, bien des améliorations pour pouvoir rendre l'algorithme efficace, c'est-à-dire pour qu'il nous donne des résultats dans un temps pratique, bien raisonnable. En cas où notre modèle est très difficile, donc on a, c'est-à-dire recours aux métaheuristiques. Bien. Maintenant, je vais expliquer, ou bien on va donner l'algorithme et expliquer son concept avant de répondre aux questions de l'exercice. Parce que l'exercice porte sur cette méthode. Donc on va considérer cela pour une révision du cours. Donc c'est une notation importante que je vais utiliser dans l'algorithme. Il y a la notion LB, la borne inférieure. En anglais, lower bound, c'est la borne inférieure. C'est la meilleure valeur d'objectif atteinte parmi les solutions entières découvertes. Ça, on a le cas de maximisation. Je suis en train de vous donner l'algorithme pour le cas de maximisation, parce qu'on peut utiliser le même algorithme pour le cas de minimisation. Donc il faut ici changer les notions LB et UB sur le plan sémantique. Donc la LB, elle reste toujours la borne inférieure et le UB, c'est la borne supérieure. Dans le cas de maximisation, la borne inférieure, c'est-à-dire la solution du problème original, pas du problème relâché. Le UB, c'est la borne supérieure. C'est la meilleure valeur de l'objectif pour les solutions relaxées. Parce qu'on va voir que le blockchain band utilise des relaxations, des problèmes originaux. Donc, dans le cas de maximisation, le LB, c'est la solution du problème original. Et le UB, c'est la solution de la relaxation du problème original. Ça, c'est important. Dans le cas de minimisation, ce sera le contraire. Le LB, ça sera la solution de la relaxation. Et le UB, c'est la solution du problème original, en cas de minimisation. Dans notre cas, puisque dans notre exercice, on a une maximisation, donc on va considérer la première notion. Le LB, ça sera la solution du problème original. Et UB, c'est la solution de la relaxation. Donc le principe de l'algorithme blockchain band, puisqu'on n'arrive pas à résoudre l'algorithme original, c'est-à-dire le problème original, on va le relaxer. Pourquoi? Parce que le problème original, on ne connaît pas d'algorithme efficace pour résoudre cet algorithme. Donc on va le relâcher en utilisant des relaxations dont on connaît des algorithmes. Comme dans notre cas ici, le type de l'algorithme ici, donc on va répondre à la première question. Le type du problème, quelle est la nature de ce problème? C'est un PLNE, un problème linéaire en nombre entier. Parce que d'habitude, bien vous avez vu le module programmation linéaire, un PLI. Donc un problème linéaire, c'est un problème c'est-à-dire dont on connaît un algorithme efficace, qui est le simplex, qui était conçu par Denzing. Donc le programme linéaire, c'est un modèle dont on connaît un algorithme efficace qui est le simplex. Mais ici, ce n'est pas un problème linéaire. C'est un problème linéaire en nombre entier. Quelle est la différence? Donc, on a toujours une fonction objectif ici qui est max 7, 4x1 moins x2. Donc, on a deux variables de décision, x1 et x2. Et puis, on a trois contraintes. 7x1 moins 2x2 est égal à 14, x2 est égal à 3, 2x1 moins 2x2 est égal à 3. Mais vous voyez la contrainte d'intégrité, les types des variables. X1 et X2 sont des entiers, appartiennent à Z. Des entiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent être négatifs ou positifs, appartiennent à Z. L'essentiel, c'est des entiers. L'algorithme du simplex proposé par Denzing, parmi les hypothèses de l'algorithme, il faut que les contraintes ici, les variables, doivent être des réelles, appartiennent à leur temps positif. Il faut que les xi soient supérieurs ou égaux à 0. Donc c'est pour ça que l'étudiant doit vraiment, pour répondre à la première question, il doit bien observer son modèle. Donc déjà, il doit l'observer bien pour répondre à la question. Donc déjà, on voit que c'est un problème d'optimisation. Pourquoi? On a une fonction objective, on a des contraintes et des contraintes d'intégrité. Ici, c'est des contraintes sur les variables et ici, c'est les types des contraintes d'intégrité. C'est les contraintes d'intégrité qui nous donnent le type des variables. Déjà, on peut déduire que on est dans le cas du monocritère. Pourquoi? Parce qu'on a une seule fonction objective. Parce que lorsqu'on a beaucoup de fonctions objectives, c'est le domaine de la discipline multicritère. Dans notre cas, c'est le monocritère. C'est important que l'étudiant décortique ou bien analyse ces notions pour se situer dans le contexte. Parce que pour chaque cas, on a des algorithmes spécifiques.
Donc les algorithmes pour le monocritère sont différents des algorithmes du multicritère, vous voyez. Donc dans notre cas, c'est le monocritère. On a un cas de maximisation, c'est important. Et puis, on a un problème linéaire. Pourquoi? Parce que c'est la fonction objective et les contraintes sont tous linéaires. Si au moins une contrainte est non linéaire, on dit que c'est un problème linéaire. Si toutes les contraintes sont linéaires et la fonction objective est non linéaire, on dit que c'est un problème non linéaire. Donc, c'est important. C'est un problème linéaire. Pourquoi? Parce que la fonction objective est linéaire et les contraintes sur les variables sont linéaires. Toutes les contraintes. Bien. Donc, c'est un problème linéaire. Et on va observer et remarquer le type des variables, ou bien la contrainte d'intégrité, ou bien d'intégralité. Donc, les variables sont entières, appartiennent à Z. Donc, automatiquement, c'est un PLNE. Et dans la littérature, dans votre cours, vous avez vu que le problème linéaire en nombre entier, on ne connaît pas de problème de complexité pratique qui résolve le problème, le PLNE. Parce qu'on pouvait le résoudre d'une façon générique, en affectant et testant. Mais c'est très complexe. Donc, on ne connaît pas d'algorithme efficace pour résoudre l'algorithme, le PLNE, le modèle PLNE. Donc, on a recours au branching band et puis aux relaxations. C'est-à-dire, puisqu'on ne connaît pas d'algorithme efficace pour résoudre le PLNE dont les variables sont entières, on va utiliser les relaxations linéaires, c'est-à-dire on va relâcher ce problème PLNE en PL, parce que pourquoi? Pour le PL, on connaît un algorithme qui est le simplex, un algorithme efficace pour le résoudre, il est le simplex. Et cette relaxation, elle est utilisée dans une stratégie de branch and band. C'est ça l'idée générale. Donc la première réponse, quelle est la nature de ce problème? C'est un PLNE. Quelle est sa complexité? On va voir tout à l'heure. On va terminer la notion, premièrement, de résoudre. On va terminer donc on a répondu à la première question. Maintenant, on va terminer on va donner l'algorithme du branch and band, on va comprendre sa stratégie et on va répondre à la deuxième question. Donc, dans l'algorithme, je vais utiliser le LB et le UB. Donc, on a dit que le LB, c'est lower band en anglais, c'est la bande inférieure. Et le upper band, c'est UB, c'est la bande supérieure. Bien. Donc, maintenant, on a dit que, puisqu'on est dans le cas de maximisation, donc le UB, c'est la solution de la relaxation. Et le LB, c'est la solution du problème original. Et je vais utiliser aussi ces notations-là. Les arrondissements par excès, ou bien plafond, les arrondissements par défaut, ou bien plancher. Donc les arrondissements par excès, on va le noter, on va laisser avec ces deux barres, c'est des crochets arrondis vers le haut. Donc par exemple, si on a la valeur 1,25, donc si on va utiliser ce symbole, ça veut dire c'est le 2. On va faire un arrondissement par excès, vers le haut. Donc c'est 2. Et puis, c'est-à-dire c'est des arrondissements pour avoir des entiers, des valeurs entières. Et puis arrondissement par défaut bien plancher, donc on a ici ce symbole-là, c'est des crochets arrondis vers le bas. Donc par exemple si on a 1,25, donc l'arrondissement par défaut c'est le 1. Ça veut dire le 1,25 il est compris entre les deux nombres entiers, le 1 et le 2. Donc le 1 c'est l'arrondissement par défaut et le 2 c'est l'arrondissement par excès. Donc il faut donner de l'importance à premièrement au symbole, la syntaxe, et aussi à la sémantique. C'est quoi? Donc c'est l'arrondissement. Bien. Maintenant, ça c'est l'algorithme général de la méthode branch and band, qui est une méthode très importante. Déjà, elle est exacte, c'est bien. Elle est très importante parce qu'elle nous donne la solution optimale. Et puis, sa stratégie, elle est intelligente. Pourquoi? L'algorithme branch and band travaille avec je peux dire la stratégie ou bien le proverbe diviser pour régner. C'est un proverbe qu'on touche dans la vie de tous les jours. Diviser pour régner. Si on a un travail lourd à faire, c'est-à-dire, est-ce que lorsque le travail est fait par une seule personne, ça va être facile, ou bien s'il est fait par plusieurs personnes, ça va être plus facile. C'est sûr, si j'ai un travail à faire, si on va le faire en groupe, ça va être efficace et rapide. Mais si je vais le faire toute seule, ça va être lourd et ça va prendre beaucoup de temps. C'est ça la notion ou bien la sémantique du proverbe diviser pour régner. Et c'est sous cette idée du proverbe que travaille le branch and band. C'est-à-dire c'est l'idée générale de l'algorithme. C'est diviser pour régner. C'est-à-dire si on a un problème, si on va le diviser, on va diviser, on va pouvoir le dominer. Ok? Tessoud, c'est la dominance. Donc le fait de dominer, ça veut dire qu'on pourra le faire, on pourra le dominer. Donc
Le principe de l'algorithme branch and bound, c'est diviser pour régner. C'est pour ça dans sa nomination, c'est branch and bound. Diviser et évaluer. Ou bien en français, séparation et évaluation. Séparer ou bien diviser et évaluer. Bien. Donc c'est ça le principe général de l'algorithme. Bien, c'est un bon principe. Je vois que c'est un bon principe parce que travaillant en groupe, c'est toujours mieux que de travailler seul. Ça, c'est important. Bien. Donc l'algorithme, donc c'est un algorithme itératif. On va commencer avec une boucle. Mais maintenant, quel est normalement les données d'entrée? Les données d'entrée, on a un PLNE, on a un problème linéaire en nombre entier. C'est ça c'est-à-dire, comment dirais-je? Normalement, je devais le faire ici. Pourquoi je ne l'ai pas? Ok. Donc normalement, c'est un PLNE. Avant d'entrer normalement à la boucle, je devais faire des exercices. Donc la boucle normalement, la boucle ici, oui. Donc normalement ici, je devais ajouter quelque chose. Premièrement, on a un PLNE. Le problème original, on a un PLNE. Je vais l'écrire ici. Attendez. Parce que c'est important, les données d'entrée. J'écris directement la boucle. Je devais normalement écrire donc avant d'entamer l'algorithme, donc qu'est-ce que je dois faire ici pour l'algorithme? Les données d'entrée, ok, parce qu'on a toujours un input et un output d'entrée. 1 PLNE, ok. Donc on a une file d'attente, on va empiler les sous-problèmes pour empiler et dépiler les sous-problèmes, ok, très bien. Donc on a une file, donc comme dans le PLN qui est c'est-à-dire le problème à résoudre. Bien. Et puis la file d'attente pour empiler et dépiler le sous-problème. Donc l'initialisation de l'algorithme, parce que c'est un algorithme itératif, on doit avoir une initialisation. Donc le premier sous-problème, ou bien on dit ça le premier nœud de l'arbre, qui est la racine, c'est important. On n'a pas encore entamé ici qui est la racine. Donc le premier nœud, si je corrige les erreurs d'orthographe, je n'aime pas trop. Premier, ici aussi c'est le premier de l'arbre, qui est la racine. Donc qu'est-ce qu'on va, le premier nœud de l'arbre, c'est quoi? Le premier sous-problème, premier nœud qu'on va empiler dans la file. C'est quoi? C'est pas le PLNE, non, c'est la relaxation, la relaxation linéaire. Où est-ce que j'étais? C'est la relaxation linéaire. C'est une relaxation continue, hein, parce qu'il y a plusieurs types de relaxation. La relaxation linéaire continue, parce qu'on a le discret, donc la relaxation doit être plus large, donc c'est le continu. Relaxation linéaire continue du problème original, qui est le PLNE. Ok, je vais écrire en majuscule parce que c'est des abréviations. Problème linéaire en nombre entier.
Ok, très bien. Donc les données d'entrée, les inputs ici, c'est ça. C'est un PLN, le problème à résoudre. Donc on doit avoir le A, le C, le B. Et les chiffres de variables sont entières. Dans la file d'attente, on va remplir le premier sous-problème qui va être quoi? Qui est la racine de l'arbre, qui va être la relaxation linéaire continue du problème PLNE. Donc qui dit relaxation linéaire du problème original, c'est quoi? Eh bien, c'est un PL. C'est un PL. Donc puisque j'ai un PL, j'ai un algorithme pour le résoudre. C'est quoi? C'est le simplex. Donc dans chaque nœud de l'arbre, je vais appliquer le simplex pour résoudre le problème relâché. Comment je vais obtenir la solution optimale? C'est en comparaison lower bound et le upper bound. On va voir ça tout de suite. Donc ici, ça c'est le input. Donc le output c'est quoi? Le output c'est quoi? C'est une solution optimale entière. Ok? Du problème original, parce qu'elle est entière. Donc la stratégie de la relaxation, bien la définition de la relaxation, elle nous garantit que si on trouve une solution optimale, bien sûr, après avoir exploré tout le domaine admissible, c'est sûr que c'est la solution du problème original. Donc c'est une solution optimale entière, ça c'est important, entière du problème original. Maintenant on a résolu la relaxation, mais elle nous a mené à une solution du problème original qui est entière. Ça c'est important. Donc là, je vais faire du gras avec la couleur rouge pour montrer l'importance. Ici aussi, on a un PLNE. Le premier nœud à résoudre, c'est pas le PLNE, c'est la relaxation PL du problème réel. Et PLNE. Vous voyez, ça c'est important. Ça c'est pour compléter mon algorithme. J'avais oublié la première partie parce qu'on a ici la boucle, mais avant d'entamer la boucle, il y a toujours des initialisations. Il y a des initialisations. Il faut initialiser la file. Parce que c'est tant que la file est vide. Donc la file au début, elle contient quoi? Elle contient un premier nœud. Le nœud racine, c'est l'initialisation. Qui est la relaxation du PLNE. C'est quoi? C'est le PL. Parce qu'on va relâcher le PLNE en utilisant la relaxation continue linéaire. Donc du PLNE, on va avoir un PL. Et on connaît que le simplex, c'est un algorithme efficace pour résoudre tout PL, tout problème linéaire. Quelles sont les conditions, bien les hypothèses d'un problème linéaire? Il faut que les x soient supérieurs ou égal à 0, des réels dans leur temps positif. Bien. Donc c'est ça. Donc pour donner l'algorithme, je donne premièrement l'initialisation. Donc comme donnée d'entrée, le input, on a un PLNE. La file, elle contient un premier nœud qui est la racine, qui est la relaxation du PLNE, c'est un PL. Ok? Comment on va obtenir la relaxation? On va le voir tout de suite. Je termine le principe de l'algorithme et on va parler de la relaxation. Donc on attend que la file différente de 0. Donc la file, elle contient le nœud racine, qui est la relaxation linéaire du PLNE, du problème original. Bien. Donc on a déjà un nœud, donc elle n'est pas vide. On va extraire un nœud de la file, donc je vais extraire le PL. Je vais résoudre la relaxation linéaire pour ce nœud. Donc je résous la relaxation linéaire qui est le PL, qui est la relaxation linéaire du PLNE. On va voir par la suite comment relâcher le PLNE en programmation linéaire. Donc on a dit, puisqu'on est dans le cas d'une maximisation, le UB c'est le Z étoile. C'est lorsqu'on va résoudre la relaxation linéaire, on va trouver une solution optimale. Donc la solution optimale, on a les XI et la fonction objectif. On va remplacer la valeur des XI dans la fonction objectif. Donc ici, le UB qui est le Z étoile, la valeur de la fonction objective, c'est le UB, parce qu'on est dans le cas de maximisation. Parce que si on était dans le cas de minimisation, la solution de la relaxation, ça va être le LB. Ok, bien. Donc ici, on est dans le cas de maximisation. Donc le UB, c'est Z étoile. Très bien. Maintenant, on va tester la notion, on va faire une comparaison entre le UB et le LB. Bon, concernant le LB ici, oui, je dois ajouter ici pour les initialisations, c'est important. Ici, on a donné le PLNE, on a donné le premier nœud. Bien, une fois qu'on va donner le premier nœud, on doit donner la valeur initiale, ou bien les valeurs initiales, ça c'est important, initiale des UB, j'ai dit, on a un seul UB, de UB et de LB. Ok? Donc la valeur initiale de UB et de LB, bon, si on est dans le cas général, on ne connaît pas ces valeurs-là, on prend comme LB plus l'infini, mais additionner le symbole, plus l'infini,
et le UB égale à moins l'infini. Bien, ça c'est le cas général. Mais si jamais on connaît une valeur, donc le UB normalement, ça va être Z étoile. C'est-à-dire là, on va prendre comme UB la valeur de la racine. C'est-à-dire la valeur de la solution optimale dans la racine. Ce qui est quoi? La résolution de la relaxation linéaire dans le premier nœud. Donc, ça c'est le cadre général, on prend LB égale à plus l'infini et UB égale à moins l'infini. Mais si on connaît, qui est le cas pratique, le cas réel, parce que cette valeur, elle peut être donnée par l'expert du domaine, elle peut être donnée selon les données du problème, ainsi de suite. Elle peut être calculée par une heuristique. Donc ici, le UB, notre cas, le UB c'est quoi? C'est la solution de la relaxation du nœud EUD racine. Ok, la solution. Des erreurs d'orthographe. La solution de la relaxation, ici c'est un X, d'une racine, et LB, elle peut être recherchée par une heuristique, ou bien donnée par, elle peut être donnée sur une valeur connue dans le domaine. L'expert de domaine peut nous donner cette valeur, c'est-à-dire, parce que si il peut avoir une idée sur son problème, il peut nous donner une solution estimative. Ok. Donc, dans le cas général, UB égale plus, si on ne connaît pas de valeur, UB égale à plus l'infini et moins l'infini, et LB égale à plus l'infini. Si jamais, dans notre cas ici, déjà le LB, elle peut se rechercher par une heuristique, parce que le LB, c'est la solution du PLNE, et le UB, c'est la solution donnée par le simplex, de la relaxation linéaire. Dans notre cas ici, dans la question déjà, vous voyez ici, dans l'énoncé de l'exercice, vous voyez ici, je vous ai donné le LB égale à 5. Donc, on a donné la valeur, on a estimé la valeur initiale, on l'a trouvée par une heuristique peut-être, ou bien la valeur LB qui est égale à 5. Ok, donc on travaille sur ça. Donc, elle est mise à jour lorsqu'on va trouver une solution meilleure, une solution supérieure à 5. Bien. Donc, je reviens à mon algorithme. Donc, très bien. Donc, on a ici, la initialisation, c'est important. Donc, on a, premièrement, le premier nœud dans la file, c'est quoi? C'est la relaxation linéaire continue du problème original, donc c'est un PL. Le UB, donc la valeur, la solution optimale de la relaxation du nœud racine, c'est la valeur initiale du UB. Et le LB, dans notre cas, égale à 5. Bien. Et puis ça, c'est l'initialisation. Donc dans la boucle ici, tant qu'on va extraire, donc tant que la file elle est non vide, donc dans la file il y a le nœud racine, qui est la relaxation linéaire du problème original PLNE. On va résoudre, donc on va retirer ce nœud, on va le dépiler. On va extraire le nœud de la file, donc c'est le dépilement. On va résoudre la relaxation linéaire pour ce nœud, donc UB égale Z étoile. Donc c'est la première valeur de UB, c'est la solution optimale de la relaxation linéaire qui est résolue par le simplex. Donc on résout la relaxation par le simplex. Ok. Donc si UB est supérieur à LB, donc maintenant on va comparer entre le UB et le LB. Si elle est supérieure, ben c'est bien, parce qu'on voudrait maximiser. Mais il y a deux cas. Si elle est fractionnaire, parce qu'on est en train de résoudre une relaxation, donc les x sont des réels. Donc la solution optimale, elle doit être entière, parce qu'on doit trouver la solution du problème original, elle doit être entière. Okay. Donc si UB est supérieur à LB, on a un autre test, ainsi imbriqué. Si la solution est entière, donc elle est entière. Donc que veut dire solution entière? Les x sont des entiers, automatiquement Z étoile elle est entière. Donc il faut que les x soient des entiers, pas des réels. Ils ne sont pas fractionnaires. Parce qu'on peut avoir Z étoile entière, mais les x sont réels. C'est-à-dire lorsqu'on va remplacer dans la fonction objective, on va trouver une valeur entière. Donc il faut que les x soient entières et les z étoiles soient entières. Automatiquement, si les x sont entiers, z étoile elle est entière. Donc, selon la formule bien sûr. Donc, il faut que la solution soit entière. Que veut dire entière? Il faut que les x soient entières. Ok, bien.
Donc si la solution est entière, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer, parce qu'on a le UB supérieur à LB. Donc on a trouvé une solution meilleure de la solution initiale qui est LB. Donc on va remplacer, mettre à jour le LB à UB. Il faut que LB prend la nouvelle valeur de UB qui est supérieure. Et on est dans le cas de maximisation. Donc si on a trouvé une solution meilleure, on doit mettre à jour cette LB, cette solution, cette borne inférieure. On a dit que la borne inférieure, c'est la solution du problème original, qui est le PLNE. Donc si la relaxation, elle trouve une solution entière qui est supérieure à la solution initiale, donc on va la mettre à jour. Et on va voir ça dans la réponse à l'exercice tout à l'heure. Lorsqu'on va remplir l'arbre, on va voir ça. Sinon, si elle n'est pas entière, c'est-à-dire elle est fractionnaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer, parce qu'on dit séparer et évaluer. Et on est toujours dans le cas UB supérieur à LB. On va séparer, on va brancher. Donc le sinon ici c'est quoi? La solution n'est pas entière, donc elle est fractionnaire, c'est-à-dire appartient à R. Il y a des virgules. Donc on va brancher ou bien séparer, on va brancher séparer pour créer deux sous-problèmes. Comment on va obtenir ce problème? On va voir dans l'explication. On va voir deux sous-problèmes. Donc la question, madame, comment on va séparer, comment on va diviser le problème original? Ici, le fait de dire diviser, c'est-à-dire diviser le domaine admissible du problème. Parce qu'on a dit que ces algorithmes d'optimisation, globalement, c'est quoi? On a un espace de recherche qui est défini par, c'est-à-dire l'intersection des différentes contraintes, et on voudrait chercher dans cet espace de recherche un point qui est solution optimale, qui satisfait les contraintes et optimise la fonction objective. Le fait de optimiser la fonction objective, c'est maximisation ou bien minimisation. Dans notre cas, qui maximise la fonction objective, parce qu'on est dans le cas de maximisation. Donc c'est important que l'étudiant, lorsqu'il a un problème à résoudre ici, donc par le prochainement, il doit bien, c'est-à-dire remarquer si c'est dans le cas de maximisation ou bien de minimisation. Parce qu'ici, les notions changent. Dans le problème de maximisation, le UB, c'est la solution de la relaxation. Et le LB, c'est la solution du problème original. Dans le cas contraire, minimisation, le UB, c'est la solution du problème original. Et le LB, c'est la solution de la relaxation. C'est important. Donc ici, sinon, si la solution n'est pas entière, dans le cas où UB est supérieur à LB, on a trouvé une solution qui est supérieure à LB, mais qui n'est pas entière, elle est fractionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va brancher, c'est-à-dire dans l'espoir d'avoir une solution entière. Donc on va brancher, on va créer deux sous-ensembles et on va ajouter ces deux ensembles à la file. On va les empiler. Vous voyez, on utilise une file d'attente pour empiler les sous-problèmes, les nœuds. Donc les nœuds, c'est quoi? C'est des relaxations. Ce qui change, c'est le domaine. Il va être réduit, parce qu'on divise. Donc si on a un problème global, on va le diviser en deux. C'est sûr que chaque sous-problème, il a un espace qui est réduit par rapport à l'espace original. Donc on va diviser le sous-problème en deux, notre problème original en deux sous-problèmes, et on va ajouter les deux sous-problèmes à la file. Maintenant, on va voir tout à l'heure, lorsqu'on va expliquer étape par étape l'algorithme, comment on va diviser. Maintenant, sinon, c'est-à-dire dans le cas où le UB est inférieur ou égal, le sinon c'est quoi? C'est le sinon de cette condition. Donc le sinon de L supérieur, c'est inférieur ou égal. Donc si UB est inférieur ou égal à LB, on va élaguer le nœud, on va le supprimer. Pourquoi? On est sûr qu'on ne va pas trouver une solution dans cette branche, dans cet sous-ensemble. Parce que le UB déjà, il est supérieur à LB. Il est inférieur à LB. Donc nous, on voudrait maximiser. Donc on va le supprimer. Fin de ton cœur. La solution finale, c'est quoi? Retourner la meilleure solution entière qui est le LB. Donc lorsqu'on va, c'est-à-dire dépiler tous les sous-problèmes, on ne pourra plus diviser. On va donner la solution entière, la meilleure solution entière trouvée jusqu'à présent. Ok? Et si jamais dans tous les nœuds on trouve pas de solution, donc on dit que ce PLNE n'a pas de solution. Parce qu'on avait dit que pour un solveur qui est l'algorithme et le logiciel qui résout des problèmes d'optimisation, on peut avoir trois sorties. Une et une seule solution, une et une seule, c'est le top. Plusieurs solutions optimales ou bien pas de solution. Bien. Dans notre cas, si on va trouver, c'est-à-dire le dernier LB entier, si on va trouver une solution entière, on va donner cette solution. La meilleure solution trouvée par le prochainement. La garantie, c'est quoi? La stratégie de l'algorithme, c'est que l'algorithme donne la solution optimale. Ce n'est pas une solution approchée, c'est une solution optimale exacte. C'est ça le premier avantage du branchement. La qualité de la solution, elle est top, elle est optimale.
C'est la première différence entre les méthodes exactes et les méthodes approchées. La solution du blanchiment, elle est exacte, elle est optimale, elle est totale. Mais son désavantage, bien son inconvénient, c'est quoi? Ça, c'est le premier avantage. La qualité de la solution, elle est meilleure. L'inconvénient, la complexité algorithmique, c'est-à-dire qu'il peut nous donner la solution dans un temps vraiment non pratique. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'améliorer cet algorithme. Bien. Donc maintenant, le fait de prendre comme test d'arrêt entre le UB et le LB, cette notion de UB supérieur à LB, c'est quoi la garantie? La garantie qui est donnée par le simplex ou bien par l'algorithme utilisé. On utilise dans chaque nœud le simplex pour résoudre la relaxation linéaire. Donc on sait que le principe du simplex, il est fort. Parce que le principe du simplex, qu'est-ce qu'il dit? Que la solution optimale, elle se trouve dans les excréments du polyèdre, qui est l'intersection des contraintes. Maintenant, le simplex, il garantit qu'à chaque itération, la fonction objective, elle augmente en cas de maximisation et elle diminue en cas de minimisation, systématiquement. C'est-à-dire le principe de l'algorithme, dans chaque itération, on doit remarquer que la fonction objective augmente. Si vous voyez que vous avez une valeur qui est, c'est-à-dire dans votre calcul à la main par exemple, vous voyez que pour la deuxième itération, la valeur de l'objectif, elle est inférieure en cas de maximisation. Si dans une itération 2, vous trouvez que la fonction objective, elle est inférieure à la fonction objective de la première itération, ça veut dire que vous avez des erreurs de calcul. Le principe de l'algorithme, il va explorer nœud par nœud, jusqu'à trouver le nœud maximal. Donc ici, systématiquement. Donc UB est supérieur à LB, on est toujours dans le domaine admissible. C'est-à-dire, lorsque on va trouver la solution de la relaxation avec le simplex, toujours on est sûr que sa valeur elle est supérieure à LB. Donc ici, et on sait que dans chaque itération, la valeur objective augmente. Donc ici, on est toujours dans le domaine admissible. Si UB est inférieur ou égal à LB, on est dans un domaine non admissible. Donc pas de solution, on va élaguer le nœud, on va le supprimer. Donc ici, le fait que le test c'est si UB est supérieur à LB, on est dans le domaine admissible. C'est vrai, parce qu'on cherche la solution dans le domaine admissible, pas en dehors. Parce qu'en dehors du domaine admissible, c'est un point qui n'appartient pas à mon problème. Sinon, on élague le nœud. Bien. Ça, c'est une remarque importante pour vous montrer que l'algorithme utilisé pour résoudre pour évaluer le nœud. Donc l'évaluation du nœud, c'est utiliser l'algorithme qui résout le modèle dans chaque nœud. Dans notre cas, le modèle dans chaque nœud, c'est un PL, donc on le résout avec le simplex. Donc le simplex, c'est un algorithme efficace dans l'idée générale, elle garantit qu'on est dans le domaine. Ok, bien. Le domaine admissible. Donc c'est ça la relaxation. Donc je vais vous rappeler que veut dire une relaxation continue linéaire. La relaxation continue linéaire est une version simplifiée d'un problème d'optimisation combinatoire ou en nombre entier, où les contraintes d'intégralité sur les variables sont relâchées. C'est-à-dire au lieu d'avoir les x appartiennent à z ou bien des entiers, les x vont devenir supérieurs à 0, on va les relâcher. Bon, cela signifie que les variables, au lieu d'être des entiers, peuvent prendre des valeurs continues réelles. Le but de la relaxation, c'est quoi? Avec le PLNE, on n'a pas un algorithme connu pour résoudre ce PLNE. Donc on le relâche pour avoir des relaxations dont on connaît des algorithmes de résolution. La relaxation continue permet de résoudre le problème plus facilement en utilisant des techniques d'optimisation linéaire. La solution obtenue peut ensuite être utilisée comme une borne pour résoudre le problème initial. Par exemple, les algorithmes comme le branch and bound, il va utiliser la relaxation linéaire dans les nœuds pour avoir la borne UB en cas de maximisation. Donc ici, déjà de cela, on est sûr que la relaxation continue, c'est un espace plus vaste ou bien élargi du problème original. Ça veut dire que le problème original, il est contenu dans la relaxation, c'est sûr, pour ne pas perdre de points. Donc ça, c'est une définition mathématique que j'ai prise de votre cours. On a le problème original ici, avec les x qui appartient à x. La relaxation, c'est quoi? La relaxation R, ou bien le problème relâché du problème original que j'ai nommé ici PC, est construite de telle façon que la valeur de la fonction objective à sa solution optimale est un minorant de la valeur de la fonction objective à la solution de PC. Ça dans le cas de minimisation. Dans le cas de maximisation, c'est un majorant. Okay. Le cas de minimisation, donc la solution objective de la relaxation, c'est un minorant. Dans le cas de maximisation, la solution
optimale de la relaxation, c'était majorant. Donc, minorant en majorant, c'est des concepts mathématiques. Essayez de réviser la définition que veut dire le minorant d'une fonction, que veut dire le majorant d'une fonction. C'est important. Donc, la relaxation est conçue en garantissant la région faisable et en sous-estimant la fonction objective. Donc, déjà, la relaxation, elle garantit la région faisable. Quand on est toujours dans le domaine admissible, on appelle ça domaine admissible, ou bien on l'appelle région faisable, ou bien on l'appelle l'espace de recherche. Les trois nominations sont importantes. Vous savez que je donne beaucoup de l'importance à la terminologie, surtout en technologie, et spécifiquement en informatique, et spécifiquement en mathématiques. Donc on peut dire région faisable, c'est juste. On peut dire espace de recherche, c'est juste. On peut dire domaine de recherche, c'est juste. L'espace de recherche. Bien, je reviens, on termine. Donc je dis que je donne beaucoup d'importance à la terminologie. Donc dire la région faisable, c'est correct. Dire l'espace de recherche, ou bien dire le domaine admissible, les trois nominations sont correctes. Les trois terminologies sont correctes. Bien. Donc vous voyez que donc toujours l'espace de recherche de la relaxation, il est agrandi par rapport à l'espace de recherche du problème original. Donc il contient le problème original. Comment? Donc vous voyez ici que quel que soit pour tout x faisable de PC, quel que soit x, un point admissible du problème original, il existe toujours un point de la fonction de la relaxation tel que f bar x bar. Donc ici c'est la fonction du problème relâchée, elle est inférieure ou égale à f de x. Pour le cas de maximisation, de minimisation. Pour le cas de maximisation, supérieure ou égale à f de x. Ça, c'était une notion mathématique très importante. Il faut réviser, je vous ai préparé. J'ai déjà ici une vidéo du branchement de bande concernant dans la chaîne, j'ai une vidéo sur le principe général de la branchement de bande. J'ai bien expliqué la notion de relaxation. Vous pouvez le consulter. Je vais vous laisser le lien dans la description. Merci. Donc c'est ça le principe de la relaxation. Elle garantit qu'on est toujours dans la région faisable. C'est important. On ne doit pas perdre aucun point. Parce que si on perd au moins un point, peut-être que ce point c'est la solution du problème. On cherche la solution dans tout le domaine. On n'enlève ni un point et on n'ajoute pas de point. C'est très important cette notion. Bien. Maintenant, je vous donne l'exemple ici de relaxation dans le cas PLNE pour mieux comprendre. Donc, par exemple, on a ici un problème, un PLNE. Donc, on voudrait maximiser une fonction objective 3x1 plus 5x2 sous deux contraintes. 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 8, x1 plus 2, x2 inférieur ou égal à 6. Les x sont des entiers. Donc, c'est un PLNE. On a ici les contraintes d'intégrité sont des entiers. Bien. Donc ici, je visualise graphiquement le domaine admissible. On a dit domaine admissible, c'est juste. Région faisable, c'est juste. Ou bien espace de recherche, c'est juste. J'ai ici visualisé le domaine de recherche de ce PL. J'ai pris un petit PL pour mieux comprendre. Donc vous voyez que le domaine c'est quoi? Il est obtenu par l'intersection des domaines, c'est-à-dire de l'illustration graphique de chaque contrainte. Donc il y a la première contrainte pour avoir ici, c'est une droite, la deuxième c'est une droite. On a fait ça dans 2D. Donc ici on a x1, ici on a x2. Donc ici pour avoir cette illustration, pour tracer une droite, on a besoin que de 2 points. De 2 points. Si on a 2 points, on peut tracer la droite. Comment on va obtenir ces 2 points? On va remplacer, on va dire si x1 égale à 0. Donc si x1 égale à 0, x2 égale à combien pour la première contrainte? x2 égale à 8. Si x1 égale à 0, x2 égale à 8. Donc x1 égale à 0, x2 égale à 8. Donc si j'ai pris que 5, donc 8 elle est par là. À peu près. Donc, ici. Parce qu'on a coupé ici la figure. Ici pour la deuxième, donc c'est ça la droite de si. Maintenant on a trouvé ce point ici. Le deuxième point c'est quoi? Si x2 égale à 0, x1 égale à 4.
Vous voyez, x1 égale à 4. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est par ici. Donc, je trace ma droite. Ça, donc c'est la droite. En bleu, c'est la droite. 2x1 plus x2 inférieur égal à 8. Pour la deuxième contrainte, x1 plus 2, x2 inférieur égal à 6. Donc, si x1 égale à 0, x2 égale à 3. Donc, on a x2 égale à 3. Premier point. Deuxième point. Si x2 égale à 0, x1 égale à 6. Donc, x1 égale à 6. Donc, c'est par ici, parce que je suis arrêté à 5. Donc, ce point, je trace ici en vert, c'est l'illustration graphique de x1 plus x2 inférieur égal à 6. Donc, c'est quoi? On a inférieur égal. Donc, pour cette droite, c'est tout cet espace-là, inférieur égal. Pour cette droite, c'est tout cet espace-là. Donc, l'intersection, elle nous donne cet espace. Mais vous voyez que je n'ai pas coloré tout l'espace. J'ai pris que les points en rouge. Pourquoi? Parce que c'est entier. Il faut que les x soient des entiers. Donc, c'est discret. L'espace est discret. On a des points ici, comme ça, des points. Ce n'est pas continu, c'est discret. Donc, on a ici 1, 2. Tout ce qui est en rouge, c'est le nombre de points de l'espace de recherche. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est entier? Ouais. Oui. Donc, on a 0,3. Donc, on a 13 points discrets, entiers. Ça, c'est le nombre de points. Dans ces points-là, on doit chercher la solution qui optimise la solution optimale. Parmi ces points, c'est-à-dire ce point, ou bien ce point, ou bien ce point. C'est un point dans les coordonnées x1, x2. Lorsqu'on va remplacer ici dans z, on va trouver la solution optimale, c'est-à-dire le maximum. Donc déjà, pour ce petit PLN, on peut le résoudre d'une façon générique sans utiliser le branchement de bande. Qu'est-ce que je fais? Je prends chaque point, les coordonnées terrain, x1, x2, je remplace dans z. Donc, je vais avoir 13 valeurs de z. Je vais prendre le maximum. Ça, c'est le générique. Mais c'est un petit problème ici, un petit PL. Mais en réalité, un PLN, il peut modéliser un problème dans un problème réel dans l'industrie. On peut avoir des milliers de contraintes et des milliers de valeurs, de variables. Donc, ce n'est pas possible de le faire de façon générique. Ça va exploser combinatoirement. Ça va prendre beaucoup de temps. OK? On peut avoir, par exemple, 1000 variables et 10 000 contraintes. Donc, c'est beaucoup. Ici, pour un petit PL avec 2 variables et 2 contraintes, on a 13 points. Déjà, on a 13 points, c'est beaucoup. Donc, mais génériquement, on peut le faire. Affecter et tester. On affecte les points et tester. Par exemple, ici, on a le point ici. Ça, c'est coordonné, c'est quoi? x1 égale à 1, x2 égale à 0. Ce point-là, c'est quoi? x1 égale à 1, x2 égale à 1. Et je remplace. Chaque fois, je trouve un z. Donc, je veux trouver les z, c'est-à-dire la fonction objective de tous les points, je prends le maximum. Ça, c'est le générique. Mais c'est une explosion combinatoire. C'est pour ça qu'on prend cette notion de branch and bond. On va diviser pour régner, on va décomposer le sous-problème en plusieurs sous-problèmes et résoudre. Mais si on ne connaît pas un algorithme pour résoudre le PLNE, on va le relâcher. Comment on va relâcher? On va enlever cette contrainte d'intégrité. Au lieu d'avoir les x entiers, on va avoir les x supérieurs égal à 0. Donc c'est pour ça que j'ai coloré en rouge. Donc tout l'espace de points, avec les points discrets, avec le rouge, c'est l'espace de recherche. C'est la région faisable. Donc vous voyez, donc on a tous ces points avec les points rouges. Donc c'est un polyèdre. Pour le simplex, c'est un polyèdre. En PL, on appelle ça un polyèdre. Et pour Danzig, le principe du simplex, il est sûr que le point, la solution optimale, elle ne se trouve pas ici dans le... c'est-à-dire dans le domaine. Elle se trouve dans les sommets, les extréments du polyèdre, les sommets. Donc, ou bien ce point, 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 ou bien cela. Ce sont les extrémums du polyèdre. Dans notre cas, ici, lorsqu'on a résolu avec le simplex, on a trouvé la solution ici. Solution optimale. Le bleu, point optimal de la relaxation. Qui a comme coordonnées 3,33 et 1,33. Donc, x1 égale 3,33 ici. Et le x2 égale à 1,33. OK? Mais ce n'est pas une solution du PLNE. Pourquoi? Parce que ce point-là n'appartient pas à la région faisable du PLNE. Parce qu'il n'est pas entier. On doit avoir les solutions entières. C'est la solution de la relaxation. Mais ce n'est pas la solution du problème original. Parce que la solution du problème original, elle doit être entière. Ou bien ce point, etc. Ce point-là n'appartient pas à la région faisable. C'est l'intersection entre les deux droites, mais il n'appartient pas. Est-ce que je l'ai mis en rouge? Non. Tout ce qui est les points rouges ici, c'est les points, c'est la région faisable de ce PLNE. Ce point-là en noir, c'est quoi? C'est la solution de la relaxation linéaire. Lorsqu'on a ici l'espace de recherche continu, pas discret. Ici, c'est discret, et ici, c'est continu.
Ok. Donc, c'est pour ça que le UB, c'est en cas de maximisation, hein, on a en cas de maximisation, le UB, c'est la solution de la relaxation, et le LB, c'est la solution du discrète, elle est entière, du problème original qui est le PLNE. Elle doit être un de ces points-là, rouge. Bien. Donc, vous voyez le passage pour pouvoir appliquer l'algorithme. Parce qu'ici, on ne peut pas appliquer le simplex. Parce que les hypothèses du simplex, il faut que les x soient supérieurs ou égal à 0. Sinon, le principe de l'algorithme, il va tomber, il va être cassé. Le principe de l'algorithme, il est basé sur les hypothèses de l'algorithme, ou bien l'initialisation. Denzing exige, pour pouvoir appliquer son algorithme, Denzing c'est l'auteur ou bien le concepteur de l'algorithme du simplex, il exige qu'on doit avoir un PL, c'est-à-dire que la fonction objective et les contraintes soient linéaires, et aussi, il faut que les xi appartiennent à l'orthon positif, les xi supérieurs ou égal à 0. Ok, c'est pour ça que j'ai visualisé dans l'orthon positif. 0 plus l'infini, 0 moins l'infini. 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, ok? Ça, c'est pour montrer l'UB et le LB. Si jamais on a un problème de maximisation, on aura le contraire. Le UB, ça va être ici, c'est la solution du problème original, et le LB, ça va être la solution de la relaxation. Il faut donner ça comme remarque. Bien. Maintenant, on est toujours ici dans le cas de maximisation. Donc, le UB est la solution de la relaxation continue linéaire, et le LB est la solution du problème original PLN. Dans le cas de minimisation, vous allez ici prendre le contraire. D'accord? C'est important. Dans notre exercice, on a un problème de maximisation, donc on va considérer que le UB c'est la solution de la relaxation et le LB c'est la solution du problème original. Maintenant, je vais expliquer les étapes vite fait parce que pour ne pas alourdir le temps de la vidéo. Donc, on a comme initialisation, on doit formuler le problème d'optimisation sous forme canonique. Donc, on a un PLNE. C'est sûr qu'on va le rendre, c'est-à-dire canonique, c'est-à-dire ou bien l'écriture matricielle. On a max Z égale CT de X. CT de X, c'est la transposée du vecteur coût. On a A de X inférieur égal à B. Donc, A, c'est la matrice qui contient les valeurs des coefficients des contraintes. B, c'est le deuxième membre. Les X supérieur égal à 0. X appartient à Zn entier. AZN, ça veut dire entier. Négatif ou positif, c'est des entiers. Donc, vous voyez que c'est un PLNE. Donc, on va initialiser une borne supérieure UB et une borne inférieure LB. On doit donner des valeurs initiales. Donc, on a déjà parlé de ça. Pour le UB, c'est la solution de la relaxation au niveau d'une racine. Et le LB, on va donner une solution par une heuristique. D'accord? Dans notre exercice, dans notre exercice, je vous ai donné le LB égale à 5. L'essentiel dans notre cas, elle doit être entière. Parce que c'est la solution du problème original. Qui dit entière, il faut que les x ils soient entières et la valeur de la solution est entière. Donc, mettre le problème initial dans une file de nœuds à explorer. La proposition, les valeurs initiales de UB et LB. UB, la valeur de la fonction objective de la fonction de la relaxation linéaire du premier nœud. Donc, ça, c'est une proposition. Parce que dans le cas général, on prend UB égale à moins l'infini et LB égale à plus l'infini. Donc ici, UB, on peut prendre la solution de la relaxation du nœud racine. LB, on la cherche avec une heuristique. Deuxième étape de l'algorithme, exploration du nœud. C'est-à-dire réévaluer la relation, c'est l'évaluation. Évaluer la relaxation. Retirer un nœud ou bien sous-problème de la file. Résoudre la relaxation linéaire au sous-problème en ignorant la contrainte x appartient à Zn. On aura x supérieur égal à 0. Et obtenir une solution fractionnaire x étoile et son objectif z étoile. C'est une solution de la relaxation linéaire. Donc elle est fractionnaire, avec des virgules. Troisième étape, évaluer les bornes. Bounding, on appelle ça bounding ou bien bornage. Si z étoile, la borne supérieure locale, le UB, est inférieure ou égale à LB, abandonner ce nœud, élaguer la borne. Sinon, mettre à jour la borne supérieure globale à UB égale à min de UB z étoile. Test d'inégalité, si la solution x étoile est entière, mettre à jour la borne inférieure et comparer LB et UB. LB égale à UB, c'est la fin, et elle est entière, c'est la fin de la solution. Sinon, on va passer à l'étape 5, la ramification, bien le branching, la division. Sélectionner une variable x. Comment ici, je pourrais vous répondre ici, dans l'algorithme général, comment on va faire le branchement. Ça, on a compris ici le principe général. Ça, c'est l'algorithme qui contient tout ce qui concerne le branchement. Maintenant, on va décortiquer comment brancher, comment créer les deux sous-ensembles. On va les créer dans le cas d'un PLNE, parce qu'il y a plusieurs façons de diviser le problème, selon le cas d'étude. Dans notre cas, parce que c'est un PLNE, on va sélectionner une variable x étoile non entière, c'est-à-dire c'est la solution optimale de la relaxation.
On va créer deux sous-ensembles. Ajouter la contrainte x est inférieur ou égal à ce symbole-là. Donc on a vu ici que c'est l'arrondissement par défaut. Donc on va prendre la valeur minimale entière de xi étoile. Et ajouter la contrainte x est supérieur ou égal à, ici l'arrondissement par excès. Donc on aura deux sous-problèmes. Le premier sous-problème, c'est le problème original avec, c'est-à-dire c'est la relaxation. Et on va lui ajouter une contrainte. Et le deuxième sous-problème, c'est toujours la relaxation, on va lui ajouter cette contrainte. Donc pourquoi choisir les arrondissements par excès et par défaut, qui sont les xi inférieur ou égal à x étoile et xi supérieur ou égal à xi étoile? C'est pour rester dans le domaine admissible, sans perdre aucun point. Donc le fait de prendre ce type de division, bien de branchement, il faut, lorsqu'on va diviser ce problème, il ne faut pas perdre de points. On va utiliser une stratégie de division de telle façon à rester toujours dans le domaine admissible et sans perdre aucun point. Ok? Parce que avec le point, c'est la solution optimale. Et bien sûr, on va erroner la stratégie de l'algorithme si on va, c'est-à-dire perdre des points. Donc on va ajouter ces sous-problèmes à la file de nœuds à explorer. Le sixième étape qui est l'élagage, ou bien l'élagage, ou bien la pruning, ou bien suppression des nœuds. Il faut abandonner un nœud, c'est-à-dire on ne va pas terminer la résolution à ce nœud-là. Pourquoi? Si la bande supérieure est inférieure ou égale à LB, dans le cas de minimisation, dans le cas de maximisation, c'est le contraire. Et il est prouvé qu'il ne peut contenir une solution meilleure que l'optimum global. Parce qu'on est sûr qu'il ne va pas contenir une solution. Donc pourquoi continuer la recherche? C'est ça parmi les avantages de l'idée de l'algorithme Banch-and-Band. Il ne va pas suivre dans un nœud parce qu'il a la garantie qu'il ne contient pas une solution. Bien sûr, grâce à quoi? Grâce à la comparaison entre le LB et le UB. Ça, c'est important. Ces deux concepts sont importants. Le lower bounding et le upper bounding. La terminaison, l'algorithme termine lorsque la file de nœuds est vide ou lorsque le LB égale à UB et le LB est entière. La solution optimale est donnée par la meilleure solution entière trouvée dans le LB. Si on trouve un LB entier et qui est égal à UB, automatiquement c'est la solution optimale. La ville est vide si tous les nœuds sont non admissibles. On ne peut avoir pas de solution si tous les domaines sont admissibles ou bien si on trouve une solution. Quels sont les points clés de l'algorithme? Premièrement, la notion de relaxation, dans notre cas sur la relaxation linéaire, parce qu'il y a plusieurs types de relaxation. Il y a la relaxation quadratique, la relaxation symétrique et positive, donc la relaxation lagrangienne. Dans notre cas, puisque c'est un PLNE, on utilise la relaxation linéaire parce qu'on connaît un algorithme efficace qui est le simplex pour la résoudre. Donc chaque sous-problème est résolu comme un problème de programmation linéaire, un PL. Cela permet d'obtenir une borne supérieure et de guider la recherche. La ramification, elle consiste à diviser un problème en deux sous-problèmes. On dit ramification ou bien branching ou bien division. Elle permet de diviser un problème en deux sous-problèmes plus petits en introduisant des contraintes supplémentaires pour séparer les parties fractionnelles des solutions. L'élagage ou bien la suppression. L'élagage réduit l'espace de recherche en ignorant les nœuds où aucune solution optimale ne peut exister. Donc c'est bien. La notion d'élagage, elle nous permet d'explorer une partie de points dont on est sûr que l'option n'existe pas. Donc c'est bien, ça minimise la complexité. Donc l'algorithme Banch-and-Band est une méthode générale pour résoudre des problèmes d'optimisation et peut être appliqué aux problèmes de programmation linéaire, PLNE. Un PLNE consiste en un programme linéaire où certaines ou toutes les variables de décision doivent être d'un nombre entier. Le principe de l'algorithme Banch-and-Band repose sur trois éléments principaux, le branching ou bien la division. On divise le problème en sous-problèmes plus petits en imposant des contraintes supplémentaires, souvent sous forme de contraintes d'intégralité. Par exemple, on force les variables à être entières. Un bounding ou bien bornage, on calcule une borne supérieure pour un problème de maximisation ou une borne inférieure pour un problème de minimisation pour chaque sous-problème afin de déterminer la solution optimale qui peut se trouver dans le sous-problème. Le pruning ou bien l'élagage, si la borne d'un sous-problème indique que sa solution est inférieure ou en cas de maximisation ou bien supérieure en cas de minimisation à la meilleure solution trouvée jusqu'à présent, ce sous-problème est abandonné, ce qui permet d'économiser du temps de calcul parce qu'on économise le calcul. On va ignorer un espace dont on est sûr que la solution n'existe pas. Donc très bien, c'est toujours le principe de diviser pour régner, c'est important. Si on va diviser le travail, ça va être plus rapide et plus efficace. Bon, maintenant, donc on a répondu à la nature de ce problème. Il y a une petite remarque que je vous donne ici, parce que lorsque j'ai donné la définition du problème linéaire, j'ai dit que un PLNE où j'ai dit qu'elle consiste en un programme linéaire où certaines ou toutes les variables de décision doivent être des nombres entiers. Donc, ici, c'est une petite spécification.
Donc, un PLNE, toutes les variables doivent être entières. Toutes les variables, toutes les x, y doivent être. Un un problème linéaire en nombre mixte, certaines variables sont entières. Donc, on a des variables entières et d'autres variables continues. Et pour ce PLNM, on a aussi d'autres stratégies de résolution. Parce qu'on a des variables entières et des variables continues. Donc, il y a la programmation linéaire, il y a la programmation linéaire en nombre entier, il y a la programmation linéaire en nombre mixte. Vous voyez, c'est trois disciplines différentes. Parce que chaque caractérisation, elle exige d'autres algorithmes différents. Okay? Donc, un PLNE, c'est un type de problème d'optimisation où toutes les variables de décision sont restreintes à être des entiers. Ce type de problème est couramment utilisé dans les contextes où les variables doivent représenter des quantités discrètes, comme les objets, les personnes ou les unités. Donc la PNE, c'est une modélisation qui est très importante, elle est très utilisée dans le domaine réel, lorsqu'on a la notion de discret, non pas la virgule. C'est-à-dire on a besoin de... C'est-à-dire la variable, notre variable de décision, doivent être des entiers, par exemple dans le cas des personnes, des objets, des unités, ainsi de suite. Donc de cela, on déduit qu'on a trois types de modèles linéaires. On a le problème linéaire qu'on connaît, les variables sont continues, les x sont supérieurs ou égaux à 0, on les résout avec simplex. Le PLNE, toutes les variables sont entières, donc c'est un problème difficile. On le résout avec motion bound en utilisant de l'accélération linéaire. Exemple de résolution. Et on a le PLNE, le PLNM, le problème linéaire en nombre mixte. Certaines variables sont entières et d'autres sont continues. Bien. Donc, quelle est la deuxième question à répondre? Quelle est la complexité du PLNE? Puisque notre problème est un PLNE, la complexité d'un PLNE, un problème linéaire en nombre entier, est beaucoup plus élevée que celle d'un problème linéaire simple, classique, car il fait partie de la classe des problèmes un peu difficiles. Donc, un problème linéaire, il appartient à la classe des problèmes faciles, parce que le simplex, c'est un algorithme facile, efficace. Et puis, le PLNE, c'est un problème un peu difficile parce que les valeurs sont entières, donc discrètes. Donc, on a l'explosion combinatoire. Cela signifie qu'il n'existe pas de méthode connue pour résoudre tous les PLNE en temps polynomial ou bien en temps raisonnable. Donc, quelles sont les raisons de la complexité élevée du PLNE? Premièrement, sa nature combinatoire. Un PLNE implique souvent d'explorer un grand nombre de combinaisons possibles pour les variables entières. Même si les contraintes réduisent l'espace de recherche, le nombre de solutions potentielles ou bien admissibles peut croître exponentiellement avec le nombre de variables. Donc, le fait qu'il y a la notion de discret, ça donne une explosion combinatoire. C'est pour ça qu'il est un peu difficile. La deuxième raison pour que sa complexité est élevée, la non-convexité. Contrairement à un problème linéaire classique, un PL, qui est convexe, où la solution optimale est toujours sur un sommet du polyèdre admissible, un PLNE a un espace de solution discret, ce qui rend la recherche plus complexe. Donc un PLNE, il est concave. Le PLNE, l'espace de recherche du PL, problème linéaire, qu'on résout avec simplex, c'est un espace convexe. Donc la solution, c'est facile de l'obtenir. Mais un PLNE, c'est un espace concave. Donc ça, c'est une des raisons de la convexité, de la complexité élevée, qui est la non-convexité. C'est important. Dans les maths discrètes, il y a la notion de concave et convexe. Elle a un impact sur l'algorithmique. Et aussi la dimension du problème. Plus qu'il y a de variables entières et de contraintes, plus le problème devient difficile à résoudre. Très bien. C'est pour répondre à la deuxième question. Il faut dire que le PLNE, il est un problème un peu difficile, parce qu'on a dû donner ça dans le cours. Maintenant, troisième question. Tracer graphiquement le domaine de recherche du problème PLNE. Donc, pour le tracer, on l'a vu, on doit tracer trois droites de chaque contrainte. On a ici notre problème. On va revenir à la question de l'exercice. Donc, on a ici trois contraintes, donc on doit tracer la droite de chaque contrainte. On a vu comment le tracer. On donne x1 égale à 0 à l'origine, on calcule x2, c'est le premier point, les coordonnées du premier point. Puis on donne x2 égale à 0 et on calcule x1, les coordonnées du deuxième point. Donc il suffit d'avoir 2 points pour tracer une droite. Très bien. Donc maintenant, on va tracer et on a inférieur égal. Il faut donner de l'importance au signe d'inégalité. On a inférieur égal, donc on va considérer ces trois contraintes pour tracer le domaine admissible. Très bien. Donc c'est ça le domaine admissible. Donc on a la première contrainte, c'est x1 moins 2x2, inférieur à 14 en bleu. C'est ça la droite.
La deuxième droite, x de f égale à 3, c'est ça la deuxième droite en vert. En orangé, 2x1 moins 2x2 f égale à 3. Donc c'est en orangé. Donc on a ce domaine inférieur, puis ce domaine inférieur, puis ce domaine inférieur. L'intersection بيناتهم, c'est-à-dire l'itihad, l'intersection dans ces points. Et vous voyez que les points en rouge, c'est ça le domaine, la région admissible ou bien faisable du PLNE. C'est des points discrets, vous voyez, les coordonnées sont entières, 2, 1, 3. Les coordonnées sont entières. Donc, pour ce point-là, il a comme x1 égale à 2, x2 égale à 1. Ce point-là, x1 égale à 1, x2 égale à 2. Donc, c'est des points en rouge. Donc, déjà ici, on peut dire que le nombre de points du domaine admissible, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 points. Dans ces 11 points, on doit avoir une seule solution optimale. Ça, c'est le PLNE. Ici, vous voyez que on va tracer graphiquement le domaine de recherche du PL, qui est la relaxation de ce PLNE. Donc le fait de dire la relaxation, au lieu d'avoir les x entiers, on va avoir les x supérieurs égales à 0. Donc du PLNE, on va passer au PL. Donc on a ici le polyèdre. Donc vous voyez la solution optimale, c'est ça, c'est ce point-là. Et ce point-là, c'est quoi? C'est un point qui n'est pas, la valeur n'est pas entière. C'est 2,80 et on a 3. Donc les coordonnées sont fractionnées avec des virgules. Donc c'est la solution de la relaxation. Et nous, on voudrait avoir la solution ici du discret. Donc ça, c'est j'ai tracé graphiquement le schéma ici. Donc pour la réponse aux questions, pour la réponse de l'exercice, tracer graphiquement le domaine de recherche du PLNE. Il faut avoir ça, que les points. Si vous allez me donner ici avec cette couleur, c'est faux. Il faut donner ici les points discrets. C'est ça le PLNE. Ça, je l'ai mis ici pour pouvoir expliquer. C'est le PL. Donc, c'est la relaxation qu'on va utiliser pour la résolution. Mais pour répondre à la question, il faut mettre les points ici, les coordonnées des points discrets. C'est ça l'espace de recherche du PLNE. Parce que les x sont entiers. OK? Maintenant, c'est ça. Vous voyez, en rouge ici, c'est l'espace de recherche continu. C'est l'espace de recherche de la relaxation. Vous voyez le PL. Donc, vous voyez la solution du PL, c'est quoi? C'est ce point-là. Vous voyez les coordonnées, c'est 2,86. Donc, il y a des virgules. Et le x2, c'est 3. Le x2, c'est 3, c'est entier, c'est bien. Mais le x1, c'est 2,86. Donc, c'est fractionnaire. Donc, il n'appartient pas, c'est pas une solution du PLN. Ça, c'est le domaine admissible admissible en jaune et en bleu. Le bleu, le jaune, c'est l'espace de recherche de la relaxation. L'intersection des trois contraintes. Et vous voyez ici en pointillé, c'est la fonction objective. Parce que c'est sûr que la fonction objective doit passer par le point optimal. Donc ici, elle passe par le point optimal de la relaxation. Ça, c'est la droite de la fonction objective. Parce que même la fonction objective, c'est une droite. Donc on trace la fonction objective parce que la solution optimale, c'est-à-dire la fonction objective, doit passer par la fonction optimale. Pourquoi? Parce que le point qu'on cherche, qui appartient au domaine admissible, c'est un point qui doit maximiser la fonction objective. Donc c'est sûr que la droite de la fonction objective passe par ces points. C'est le maximum de la fonction objective dans le domaine. C'est important. Bien. Donc la quatrième question, soit l'arbre de résolution de l'algorithme Bosch-Bond suivant, remplir les vides dans l'arbre, citer les types de chaque nœud dans l'arbre et terminer la résolution graphiquement. Donc on n'aura pas beaucoup de calculs. Donc ici, je vais remarquer, il faut savoir pour pouvoir remplir l'algorithme. La stratégie de recherche dans l'arbre de résolution est de haut vers le bas, en profondeur et de gauche à droite, puisque j'ai rien spécifié dans l'exercice. Donc la recherche par défaut, c'est une recherche en profondeur. Vous avez vu cette notion-là dans la théorie des graphes pour l'arbre. Pour explorer un arbre, on a la recherche de haut. Il y a plusieurs stratégies de recherche. La recherche standard, bien la recherche par défaut, c'est en profondeur de haut vers le bas et de gauche à droite. Donc il faut respecter ça pour remplir l'arbre. Donc j'ai rempli l'arbre. Premièrement ici, le premier nœud racine. Vous devez ici, parce que j'ai enlevé la contrainte d'intégrité, vous devez ajouter x et x2 supérieur ou égal à 0. Il faut donner la relaxation. Parce on dit que dans la racine, on résout la relaxation, pas le PLNE. Parce que comment on résout le PLNE? Comment on le résout? On n'a pas un algorithme connu. On va utiliser le simplex. Le simplex, il est appliqué à un PL. Donc à la relaxation, vous devez ajouter x1, x2 supérieur ou égal à 0. Les gens qui ont écrit, ils ont, c'est-à-dire, comment dirais-je, ils ont pris le même problème et ils l'ont mis ça avec x entier, x1, x2 entier. Faux. Donc ils ne comprennent pas le principe. Il faut prendre les x supérieur ou égal à 0, c'est la relaxation. Et on a dit que la relaxation linéaire, on va changer ici.
Les contraintes d'intégrité, au lieu d'avoir des xi entiers, on a des xi supérieurs égal à 0. Donc ça, c'est la première réponse à la question. Je vous ai donné le LB égale à 5, le UB égale à 8,43. Donc je vais vous donner la solution initiale, la valeur initiale du LB, le rebond, et le UB, c'est la solution de la relaxation. C'est 8,43. C'est le nœud 0, le nœud racine. Donc vous voyez ici que nœud 1, 2, 3, parce que la recherche, elle est en profondeur, de haut vers le bas et de gauche à droite. Donc je n'ai pas le droit de nommer ça nœud 2. Non, parce que la recherche, elle est de haut vers le bas, de haut vers le bas, et puis de gauche à droite. Je commence par le gauche et je vais vers la droite. Donc ici, j'ai le nœud 1, 0, c'est la racine, nœud 1, nœud 2, nœud 3, nœud 4, nœud 5 et nœud 4, nœud 6. De gauche à droite et vers la profondeur. D'accord, c'est important pour nominer les nœuds. Bien. Donc ici, vous remplissez ici. Donc alors, ici, comment remplir? Vous devez diviser. On va prendre ici le x1. On a trouvé le x1 égale à le x1 égale à 2,86 et 3. Donc je vais diviser selon x1. Je vous ai dit que le choix de la variable de division, c'est une heuristique. C'est-à-dire, vous pouvez choisir le x2 et vous pouvez choisir le x1. Madame, comment je vais décider? C'est une heuristique. Si vous commencez avec le x1, c'est juste. Vous commencez avec le x2, c'est juste. Si je n'exige pas. Donc, on va voir ici dans l'arbre initial, le contrôle, l'exercice. On va voir ce que j'ai. Donc, ici, déjà, je vous ai donné ici. Je vous ai proposé de commencer par x1. x1 inférieur égal à 2 et x1 supérieur égal à 3. On va voir comment j'ai obtenu cela. C'est important. Parce que les étudiants, dans chaque nœud, la majorité des étudiants, ils ont rempli ici les vides par le même le PLNE. Ils ont réécrit le PLNE de l'exercice. Mais non, on change ici déjà. Ici, on change le contrainte d'intégrité sur la relaxation. Puis ici, on a divisé. Donc, on n'a pas le même espace de recherche. Comment on a divisé? On a pris x1 inférieur égal à 2, x1 supérieur égal à 3. Comment on a obtenu le 2 et 3? Par l'arrondissement par excès et par défaut qu'on a vu. Donc ici, on a considéré le x1. X1 égale à combien? C'est-à-dire la valeur de x1 par la relaxation, par le simplex. C'est 2,86. Donc ici, l'arrondissement par excès, c'est quoi? C'est 3. Donc supérieur égal à 3. Et par défaut, c'est quoi? C'est 1. C'est 2. Donc c'est 2. x1 inférieur égal à 2, x1 supérieur égal à 3. x1 inférieur égal à l'arrondissement par défaut, ici, relation par excès. Donc, vous voyez que c'est par ça. Donc, mais puisqu'on a considéré cette contrainte, on doit l'ajouter au PL. Les étudiants m'ont mis le même PL. Non, on doit prendre les trois contraintes et on ajoute la contrainte x1 inférieur égal à 2. Donc, ça va être différent. C'est différent, c'est un PL différent parce qu'on a ajouté une contrainte. Cette contrainte, c'est elle qui va réduire l'espace de recherche. Vous allez voir ici. Ici, dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on a dit? Ajouter la contrainte xi inférieur égal à l'arrondissement par défaut et supérieur égal à l'arrondissement par haut. D'accord? Ajouter ces sous-ensembles à la file de nœuds à explorer. Et lorsque j'ai expliqué le principe, qu'est-ce que j'ai dit? Ici. Lorsque j'ai expliqué le principe, ici, ou bien dans l'algorithme principal, vous voyez, brancher, ajouter les sous-problèmes à la file. Et ajouter les contraintes. Je me rappelle que j'ai créé la notion d'ajouter des contraintes. On doit ajouter ce problème et ajouter les contraintes au sous-problème. D'accord? Bien, c'est important. Donc ici, le sous-problème, c'est qu'il faut ajouter la contrainte x inférieur égal à 2. On va voir ça par la suite, l'espace de recherche dans le Python. Donc très bien, on calcule UB et le LB. Donc le UB, il est supérieur à LB. Très bien, on est toujours dans le cas, on peut diviser. Parce qu'on a le UB supérieur à LB. Si on a trouvé le UB inférieur à LB, on est élagué, supprimé. Et c'est une solution, c'est-à-dire c'est une solution qui est entière, mais on a le UB inférieur à LB. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé ici, c'est quoi? Donc x1 inférieur égal à 2. Très bien. Elle est fractionnée à la solution. On a trouvé x1 égal à 2, x2 égal à 0,5. Donc on va, et on a trouvé la condition UB supérieure à LB. 7 supérieur à 5. Très bien.
Donc on va diviser. Ici j'ai choisi, j'ai changé, je vais choisir le x2. Je pouvais choisir le x1, c'est toujours juste. J'ai choisi le x2, inférieur ou égal, donc je prends x2, on a 0,5. Donc l'arrondissement par défaut c'est 0, et par excès c'est 1. Donc on a x2 inférieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 1. Ok? Donc vous voyez qu'ici le LP, le nœud 2, ça change. On a toujours le même PL, mais x inférieur ou égal à 2. On ajoute x2 inférieur ou égal à 0. Parce qu'on est en train de diviser. On divise combien? Comment? En ajoutant une contrainte. Donc on va ajouter une droite qui divise par la contrainte. Donc vous voyez, c'est lorsqu'on a cherché la solution. Ici, j'ai pris des captures d'écran, mais le Python, pour ne pas réécrire. Donc la solution optimale, c'est 1,5 et 0. On a le UB égal à 6, LB égal à 5. UB est toujours supérieur à LB, donc on rebranche. Si on a trouvé le UB supérieur inférieur à LB, on supprime, on élague. Donc on va supprimer. J'ai repris ici le x1. Donc je vais voir le x1 c'est quoi? C'est 1,5, c'est fractionnaire. Donc l'arrondissement par excès c'est quoi? C'est 2, donc supérieur égal à 2. Par défaut c'est 1, donc inférieur égal à 1. Et je divise en 2. Donc ici j'ajoute les mêmes contraintes d'avant, parce que chaque nœud il considère le nœud d'avant, précédent. J'ajoute x inférieur égal à 1. Vous voyez que le PL, les contraintes s'ajoutent, ok? Parce qu'on est en train de diviser. Donc, on a le UB égal à 4 et le LB égal à 5. Maintenant, j'ai trouvé que le UB est inférieur à LB. Je vais élaguer, je ne vais pas poursuivre ici la recherche. Pourquoi? Je suis sûr que l'option n'existe pas. Grâce à cette valeur-là, grâce à la comparaison entre le UB et le LB. Le UB, comment je l'ai obtenu? Par la résolution de la relaxation linéaire de ce PL avec toutes ces contraintes. Ok? Et d'accord. Maintenant, je passe. Donc, puisque je vais de gauche à droite, je ne vais pas revenir à ce nœud-là pour le calcul, à ce nœud-là. Parce que la droite, elle est en profondeur et de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, c'est ici. Donc, j'ajoute le x1 supérieur ou égal à 2. Je calcule, je trouve la non admissible. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de point rouge ici. Il n'y a pas de point. Pourquoi? Je suis rentré dans le domaine non admissible. Donc, pas de solution. Je reviens au nœud précédent, de gauche à droite toujours. Donc, j'ajoute x2 supérieur ou égal à 1. Donc, ici, c'est le PL avec la contrainte x1 inférieur à 2, x2 inférieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 1. Ok, il faut respecter le niveau. Lorsque j'ai résolu, je trouvais une valeur entière qui est 2 et 1. La fonction est égale à 7. Très bien. LB égale à 5. Bien. Donc UB supérieur à 7. Très bien. Je vais mettre à jour la solution de ULB. Au lieu d'avoir 5, je vais avoir 7. Très bien. Mais maintenant, je ne peux pas dire que c'est la solution optimale. Je dois terminer il faut que je termine l'arbre. Il faut que j'évalue tous les nœuds. Il me reste ce nœud-là. Je vais l'évaluer. Donc, pour le moment, le LB va être égal à 7. On va le mettre à jour. Maintenant, je vais revenir ici. Je vais résoudre ce PL qui est avec les 3 contraintes et le x supérieur égal à 3. Je vais trouver le non admissible. Donc, j'ai exploré tous les nœuds. Donc, la meilleure solution entière trouvée ici, c'est UB égale à 7. Donc, LB va être égal à 7. Donc, ici, on va avoir le point optimal 2 et 1. Vous voyez, c'est entier. Donc, pour dire que la solution, elle est entière, il faut que le x1 est entier et x2 est entier. Donc, le UB égale à 7. Donc, je vais mettre à jour LB égale à 7. Donc, la meilleure solution, c'est x1 égale à 2, x2 égale à 1 et le UB ou bien le LB égale à 7. Donc, c'est la solution optimale dans le problème. Bien. Ça, j'ai repris les mêmes nœuds, mais avec c'est-à-dire l'espace de recherche pour voir qu'on divise. Donc, vous voyez qu'avant, on avait ici, c'est l'espace de recherche complet de la PL. On a divisé grâce à la contrainte ici. x2 inférieur égal à 3, je vais calculer je vais appliquer le simplex que cet espace-là. J'ai divisé ici. Toute cette partie, je l'ai ignorée. C'est le branching. J'ai séparé en 2 sous-problèmes. Donc ça, c'est le premier sous-problème. Le deuxième sous-problème, c'est celui-là. Le troisième, le quatrième, jusqu'à la fin. Ok. On va voir ça en Python. Maintenant, la deuxième question, citer les types de chaque nœud dans l'arbre. Donc, les types de chaque nœud. On a le nœud solution. C'est un nœud que trouve dans les feuilles de l'arbre. Parce qu'on a la racine, les nœuds intermédiaires et les feuilles. La solution, toujours, elle se trouve dans les feuilles. Donc, le bleu, c'est la solution du nœud final. Le vert, c'est un nœud courant, c'est-à-dire qu'on peut séparer, bien qu'on est en train de traiter. Le rouge est là, c'est un nœud qui ne va pas donner une solution, donc on va le supprimer. Donc on ne va pas terminer la recherche dans ce sens-là. Le gris exploré sont des nœuds qu'on a déjà explorés. Et le vert, ou bien le bleu cyan, c'est active, c'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on va terminer ici le point courant, on va revenir à ces nœuds-là et calculer. Ok, très bien, c'est ça le différent
un type de nœud, on a ici c'est la racine, on a l'évaluation de chaque nœud, dans notre cas par le simplex, et ici on a le branchement à division. Bien. Maintenant, terminer la résolution graphiquement et donner la solution optimale, comment les étudiants devaient faire? Il a ce nouveau nœud. Parce que je trouvais, il doit tracer cette x1 moins x2 égale, tracer x2 égale à 3, tracer x1 égale à 2, tracer x2 supérieur égale à 1. Il devait ajouter ces deux contraintes parce qu'ils vont séparer les sous-ensembles. Une fois qu'il va tracer, automatiquement, il va voir la solution ici, traitement graphique. Il va trouver cette solution-là, le 2 et le 1. C'est-à-dire, c'est une solution qui est entière, 2 égale. Il va voir que c'est l'intersection entre les... C'est-à-dire, elle se trouve dans le domaine. Et vous voyez ici que la fonction objective passe par ce point-là. x1 égale à 2, x2 égale à 1. Comment? Graphiquement, comment on va résoudre? La solution optimale x1 égale à 2, x2 égale à 1. Lorsqu'il va bien sûr terminer toutes les solutions, il va voir ça. La solution est entière. Il va trouver toujours que la solution est entière. x1 égale à 2, x2 égale à 1. Il ne reste pas de nœud actif aussi UB égale à LB. Donc c'est la fin, UB égale à 7, mettre à jour LB égale à 7 et c'est la fin. Donc il va faire la solution graphique. Bien sûr, s'il est arrivé à terminer tous ces nœuds, automatiquement lorsqu'il va ici faire le graphique, il va voir la solution automatiquement. Bien. Parce que déjà, il va voir qu'il ne reste pas de nœud actif, que ce nœud-là. Et lorsqu'il va le résoudre graphiquement, il va trouver que la solution elle est entière. Donc si elle est entière et que le UB est supérieur à LB, donc c'est la solution finale. Bien. Donc ça, c'est la réponse. On a terminé la réponse ici. On a terminé l'exercice. Je vais le programmer en Python pour toucher le côté pratique. Donc pendant mon cas, je vais utiliser le Matplotlib pour pouvoir tracer les espaces de recherche. Et je vais utiliser Docplex pour utiliser le Cplex pour la résolution de la relation linéaire avec le simplex. Et je vais utiliser le NumPy pour les calculs mathématiques. Ça, c'est le code. Vous pouvez prendre le temps de le lire pour mieux comprendre comment il est fait. C'est un code très facile ou très clair. Je vais utiliser des fonctions qui appartiennent à Docplex. Donc je vais le laisser ici pour pouvoir, l'étudiant peut le reprendre dans sa feuille et voir côté programmation. S'il arrive à comprendre, s'il a bien compris le branchement, il va toucher le côté pratique pour voir comment j'ai programmé. Et ce n'est pas la seule façon de programmer, il y a plusieurs façons de le programmer. C'est ma façon, je définis premièrement la fonction branchement, je définis le modèle APLNE, j'utilise des tableaux, et ainsi de suite. Ok? Bien, ça c'est le côté calcul, et puis il y a le côté je calcule la borne supérieure, ainsi de suite. Ça le côté, c'est-à-dire Matplotlib, le côté visualisation, côté graphique, pour visualiser. J'ai utilisé des fonctions pour la visualisation. Ok, ça c'est le code. Je vais vous laisser, c'est-à-dire le lien si vous voulez le reprendre et le programmer. Ou bien vous envoyez un commentaire ou bien un email pour voir. Donc dans mon cas, j'ai utilisé la librairie Docplex. Peut-être que l'étudiant peut utiliser ou bien il peut trouver un open source avec la bibliothèque CPy. C'est toujours, elle a des modules pour résoudre la relaxation linéaire. Donc pour moi c'est bon, c'est le Docplex. Si vous utilisez ça, vous trouvez un open source et vous exécutez, vous aurez ce contrôle, cette erreur. C'est-à-dire, vous voyez ici, username, NumPy version supérieure égale à ça et is recurred. C'est-à-dire la version que vous avez, elle est inférieure à la version qui contient les modules de résolution de la relation linéaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est une erreur qui va vous gêner pour faire la résolution. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc l'erreur que vous rencontrez indique que la version NumPy installée sur votre système n'est pas compatible avec la version actuelle de CPy. C'est-à-dire la version qu'utilise CPy, elle est différente de la version que vous avez de NumPy. Donc que vous voulez utiliser. Donc CPy nécessite une version de NumPy comprise entre 1.16.5 et 1.23.0. Voici comment le résoudre. Premièrement, vous devez réinstaller une version compatible de NumPy. Et puis, avant cela, il faut vérifier votre version avec ce modèle, cette commande, PyP, show, NumPy, CPy. Vous allez trouver une version qui n'est pas compatible avec CPy. Donc, c'est question de version d'installation. Donc, ce n'est pas un problème dans l'algorithme, d'accord? Ou bien dans le programme. Donc, ça, c'est le résultat que j'ai obtenu lorsque j'ai exécuté mon problème en Python. Donc, vous voyez que j'ai ici, c'est-à-dire Python va me donner la solution ici en tableau. Donc j'ai les nœuds, donc vous avez que j'ai 6 nœuds, j'ai la racine et 6 nœuds, donc c'est ce qui était vrai manuellement. Vous voyez ici, on a le nœud racine et on a 6 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
j'ai fait la division, le comptage de haut vers le haut et de gauche vers la droite. Okay? Donc on a 6 nœuds avec le nœud racine. Donc c'est le même résultat donné par le Python. Vous voyez, on a 0 la racine, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour chaque nœud, on a ici le upper bound. Donc vous voyez que pour le racine, c'est 8,42, en abréviation, c'est 8,43. Pour les nœuds où il y a admissibilité, non admissible, le nœud 4 et le nœud 6. Le nœud 4 et le nœud 6. On va vérifier ici. On a le nœud 4 et le nœud 6. Non admissible, le nœud 6, non admissible. Vous voyez, c'est donné par le programme. On a ici non admissible, le nœud 4 et le nœud 6. Donc c'est prouvé par le programme. Vous voyez, c'est important. Parce que dans notre cas, on a la théorie, mais on doit réussir la pratique. Très bien, donc on a 2 cas de non-admissibilité, on a plusieurs cas ici, on a la solution est fractionnaire, vous voyez 2, 0, 5, 1,5, 0, 1, 0, 2 et 1. Là c'est la dernière solution ici, on a 5, on a la solution finale, on a 5. On a x1 égale à 2, x2 égale à 1 et l'objectif égale à 7. Vous voyez, c'est on a 5. On va vérifier. On a trouvé la solution on a 5, c'est vrai ou non? Très bien. On a 5, on a trouvé la solution optimale. Donc, j'ai comparé mon travail manuel avec mon programme Python. Vous voyez, ça c'est important. Ça, c'est quelques références que j'ai utilisées. Donc, maintenant, on va passer au côté pratique. D'accord? Pour avoir ce résultat-là. Très bien. Donc, le côté pratique, j'ai utilisé le Anaconda. D'accord? Python. Avec le navigateur Anaconda. J'ai utilisé l'éditeur de texte Jupyter. Vous pouvez utiliser d'autres comme Spider. Et puis, j'ai mon ici c'est-à-dire la page d'accueil de Anaconda de Jupyter. Donc, j'ai lancé un programme que j'ai appelé PPBBPLNE. C'est le nom de mon programme. Donc, j'ai ici mes 3 bibliothèques et j'ai le programme ici avec des divisions de différentes fonctions. On aura le temps de décortiquer le programme dans un autre vidéo TP. Donc, c'est mon programme, d'accord, jusqu'à la fin. Donc, je vais faire un shift entrée pour l'exécution. Donc, vous voyez, il me trouve ici le résultat de l'algorithme de Blanchard Band. La solution optimale de l'algorithme de Blanchard Band est x1 égale à 2, x2 égale à 1. La valeur optimale de la fonction objectif est 7. Vous voyez le tableau, on a 6 nœuds avec la racine 0. Et on a 2, on a 4 et 6, on a le domaine non admissible. Et on a chaque nœud, on calcule le upper bound. Le lower bound, c'est toujours 5, parce qu'on a ici à 5. Vous voyez que le upper bound, c'est toujours 5. Le upper bound, c'est toujours 5. Il est changé à quel niveau? Lorsqu'on a trouvé la solution finale. x1 égale à 2 et x2 égale à 1. Donc, on va mettre à jour le LB lorsque le UB est supérieur à LB. Donc, 7 est supérieur à 5. Donc, le LB égale à 7. C'est la solution finale. Bien. Et ici, je vous donne l'illustration graphique de la solution. Donc, on a ici le LB égale à solution ici. Bien. Quel est le problème ici? X optique, bien. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai reprogrammé pour chaque nœud, qu'est-ce que je vous ai dit? Que pour chaque nœud, je dois résoudre la relaxation linéaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En utilisant le docplex. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Pour chaque nœud, j'ai fait la résolution de relaxation continue linéaire avec le simplex pour l'évaluation de chaque nœud. Pour l'évaluation de chaque nœud, je donne le PL et je vais résoudre mon PL avec le simplex. Donc, j'ai préparé pour le nœud racine. Je vais résoudre mon problème ici qui contient les 3 contraintes ici. x1 moins 2, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Shift entrée. J'ai fait la programmation de la résolution du simplex d'un problème linéaire avec complexe de chaque nœud. Donc, vous voyez, je trouve la résolution. Oh, parce que j'ai changé. Ça. OK.
Donc ça, c'est le premier nœud. Vous voyez l'espace de recherche. Le nœud, c'est ça, c'est la solution de la relaxation. Vous voyez, ça c'est Shift Entrée. Donc c'est la résolution de la relaxation. Vous voyez, il m'a donné le x1 égale à 2,86, le x2 égale à 3 et le z égale 8,43. Il a arrondi ici. Donc vous voyez la visualisation graphique. On n'a que 3 contraintes pour le moment parce que c'est la racine, le nœud racine. Et on a solution optimale 2,86, 3. Donc c'est ici, c'est au niveau de l'extrémum du polyèdre, tout ce qui est en jaune. C'est la région admissible du PL, la relaxation linéaire. J'ai fait la même chose pour le nœud 1. Donc c'est le même problème, mais j'ai ajouté x inférieur égal à 2. Donc Shift Entrée pour la résolution. Il va me donner ici le 1,5 et 0. Parce que vous voyez, si le jaune, il est à ce niveau-là. Parce qu'on a le 0, x2 égale à 0. Donc le jaune, il est à ce niveau-là. C'est ce point-là. Ok, bien. Ça, c'est le deuxième nœud, troisième nœud, ainsi de suite. En tout cas, j'ai le même programme, je change que j'ajoute les contraintes. Je fais le branching, la division, en ajoutant la contrainte à chaque niveau. Vous voyez ici, on a ici la solution optimale. On a x1 égale à 2, c'est la dernière, le dernier nœud, on a 5. Le nœud 5 ici. Le nœud 6, normalement non admissible. Le 6, Shift Entrée. On a non admissible normalement. Vous voyez le nœud 6, pas de solution. Vous voyez, pas de solution. Il a tracé que les droites. Vous voyez qu'aucune solution trouvée. Aucune solution trouvée. Donc non admissible, le dernier nœud. D'accord. Donc ça, c'est la programmation Python pour vous montrer cela. Donc très bien, ça c'est pour répondre aux questions. J'ai répondu au contrôle continu, mais j'ai donné du détail pour révision, pour le cours, ainsi de suite. Donc c'est ça notre solution globale. Et c'est ça notre... ce qu'on a, c'est-à-dire remplir les vides dans notre programme. Ici, on met à jour, il faut mettre à jour le LB. Donc, puisque LB est supérieur égal à UB est supérieur égal à LB et la solution est entière, donc LB égale à 7. Très bien. Donc, merci, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser des questions. Et si vous avez besoin du code Python ou bien de cet exposé, le PDF de cet exposé, n'hésitez pas à écrire des commentaires ou bien envoyer des emails. Donc merci et bon courage.